Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 14 décembre 2019. Fwami Armstrong Sanda, good evening. Good evening, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. The late mayor of the Buea municipality, Ekema Patrick Esunge, has received a state burial today in the presence of dignitaries, elites of the southwest regions of Cameroon, and equally a special representative of President Paul Biya, Minister of Territorial Administration Paula Tanganji, all hailed the person of Ekema Patrick Esunge and his contribution to the development and the unity of the nation Cameroon. Will give you echoes from the Southwest Regional Chieftain Buea in this edition of the news. À la une de ce journal, Patrick Ekema repose désormais pour l'éternité. L'ex-maire de Buea a été porté en terre ce samedi en présence de nombreux membres du gouvernement ainsi que des dignitaires de la région du sud-ouest. Un crime crapuleux ébranle la ville de Mbanga dans le département du Mungo. Le fœtus de sexe féminin âgé de 6 mois a été découvert dans un cours d'eau. L'auteur de l'infanticide est introuvable. L'émotion de la macabre découverte à suivre au cœur du journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les habitants du quartier 9 de Mbanga dans le département du Mungo se sont réveillés ce vendredi sous le choc, notamment ceci après un infanticide. Il s'agit notamment d'un fœtus de sexe féminin âgé de 6 mois. Il a été découvert dans un cours d'eau par une dame qui faisait la lessive. D'autres précisions dans ce reportage de Jacquino Molong et de Kedi. Un infanticide de plus dans le Mungo. Cette fois, la scène se déroule dans la ville de Mbanga, plus précisément dans un cours d'eau du quartier 9, où un fœtus de sexe féminin, âgé d'environ 6 mois, a été découvert par une riveraine venue faire sa lessive. Quand j'ai fini avec les habits, je vais laver les chaussures. Après, je me suis rendu compte qu'il y a une paire de chaussures que je ne trouvais pas. Il a dit que peut-être l'eau aurait emporté ça. Quand je descendais au niveau de la cacaoyère, là, c'est là où je soulève les feuilles de cacao pour regarder la paire de chaussures. Je trouve le bébé là-bas. Et moi, je suis seulement rentrée. C'est là où j'ai appelé mes voisins. J'ai dit que ouais, j'ai vu quelque chose à l'eau là. Venez aussi, on essaye de voir. C'est là où nous sommes descendus, on a vu que c'était vraiment un petit bébé. On ne sait pas si c'est une affaire de ce matin, ou bien d'hier, ou bien de la nuit, ou bien en journée, on ne sait pas. Un acte qui choque au plus haut point les habitants du quartier, qui le condamnent fermement. Ça me fait tellement mal. Tellement mal même. C'est là où j'ai dit à ma voisine que ouais. Tout à l'heure même j'ai dit à ma voisine que si on trouvait même possibilité, on allaitait tous les gens, on essayait de retirer ça dans l'eau. Puis il y a les gens en bas là qui puisent l'eau en bas là. Vraiment ça fait tellement mal. Si une jeune fille conçoit, il faut qu'elle accouche. Au lieu de faire ce que nous sommes en train de voir là. Ça c'est le crime. L'enfant a déjà développé tout avec toutes ses parties du corps. C'est une fille. C'est une fille. Les filles font toujours les pareilles choses comme ça là, parce que comme la fête est approche, il faut qu'elle évacue maintenant là, qu'elle la vote pour mieux gérer sa vie pendant les fêtes, pour mieux tromper les hommes. La découverte macabre a été faite ce vendredi en matinée, après constat par les éléments du commissariat de Mbanga en présence du chef de bloc. Le fœtus a été évacué de l'eau puis inhumé. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer qui est la responsable de cet infanticide. Tout autre chose à présent, à peine 30% de femmes sont propriétaires de titres fonciers et la situation est davantage plus préoccupante en zone rurale. Et pour donc inverser cette courbe, un plaidoyer vient d'être lancé à l'initiative de la société civile. On fait le point dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et de Marcelin Gansop. Donc, ce titre foncier peut me permettre d'obtenir un crédit à la banque. C'est pour cela que je le brandis comme un trophée. Donc, j'ai gagné une guerre. La guerre dont parle cette dame est celle que mènent les femmes et les veuves au quotidien pour avoir accès à la propriété foncière. Il y a tellement de barrières et d'obstacles que même les plus téméraires d'entre elles finissent par lâcher prise. Aujourd'hui, seulement près de 30% des titres fonciers sont détenus par les femmes. Parfois par endroits bien moins. Faute aux frères, cousins, oncles, neveux qui ne comptent pas les filles
en leur rétorquant souvent, ce n'est pas le chez toi ici. Attends à les revendiquer où tu iras en mariage. Voilà qui donne sens à cette mobilisation communautaire aux allures de plaidoyer pour la sauvegarde des droits fonciers des femmes et des veuves. Le projet conduit par Horizon Femmes vise à favoriser la jouissance des droits économiques par les femmes. La loi n'empêche pas la femme d'accéder à la terre, mais il y a les us et coutumes qui pèsent sur la femme et ajouter à cela son pouvoir financier. L'objectif pour nous, c'est de sensibiliser et de conduire des plaidoyers auprès des autorités traditionnelles et même religieuses et administratives pour qu'ensemble on brise le silence qui pèse sur les traditions et empêche l'accès des femmes à la terre. Un message dont on espère qu'il n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je voudrais insister sur la lutte contre les discriminations basées sur le sexe dans les procédures d'octroi d'héritage sur le plan traditionnel et de partage du patrimoine immobilier. Continuer à combattre ces mêmes discriminations qui font la part belle aux hommes, aux fils, garçons, qui très souvent sont pourtant reconnus comme de très mauvais gestionnaires, contrairement aux femmes qui sont généralement caractérisées par leur gestion maternelle, leur attention, leur tendresse envers les vieux parents. Bon à savoir, sur 11 937 titres fonciers délivrés, seulement 2309 sont détenus par les femmes, contre 8 398 pour les hommes. Pourtant, le secteur de l'agriculture, pour ne prendre que cet exemple, est dominé à 87% par les femmes. Des femmes qui ne demandent qu'à jouir des mêmes avantages que les hommes, s'agissant de l'accès à la terre. Et rendons-nous à présent à Mbanga-Pongo, un quartier du 3e arrondissement de la capitale économique Douala, rendu tristement célèbre après le crash de la compagnie aérienne Kenya Airways 12 ans plus tard. Mbanga-Pongo cherche encore ses marques. Les populations sont confrontées au quotidien à d'énormes difficultés, notamment les voies d'accès impraticables, les problèmes d'électricité et d'insécurité, ainsi que le précisant les litiges fonciers. Le reportage de Warren Zedeux et de Kediara. Mbanga-Pongo, ce quartier de l'arrondissement de Douala 3, tristement rendu célèbre en 2007 par le crash du vol 507 de Kenya Airways, qui quelque temps seulement après avoir décollé de l'aéroport international de Douala, s'était retrouvé dans la mangrove de ce quartier en construction. Aujourd'hui, 12 années plus tard, Mbanga-Pongo cherche toujours sa voie, mais ses habitants, eux, l'ont déjà certainement trouvé. Car en 12 années, les maisons ont poussé par ici comme des champignons. La population s'est accrue. Les autorités du quartier parlent de plus de 1000 personnes résidentes dans cette partie de la ville. Avec cet accroissement de la population, les difficultés de plusieurs ordres sont survenues. Plus le problème de lumière. Bon, on a trop de coupures de lumière avec les baisses de tension. Il y a un problème crucial de route qui se pose au niveau de notre quartier. Quelqu'un programme venir te rendre visite, quand il voit seulement l'état de la route, il dit que ça ne vaut pas la peine d'entrer. Je souhaite que monsieur le sous-préfet fasse quelque chose pour que nous ayons au moins les bonnes routes dans notre quartier. Nous sommes une population de 50 000 âmes. Parce que ces 50 000 âmes, avec ce centre-là qui est là, nous voulons les bâtiments. Nous voulons de l'eau potable. Voilà les véritables difficultés que nous avons. Les riverains sont aussi victimes des batailles foncières qui, le plus clair du temps, aboutissent à des expropriations et autres déguerpissements. Tous les temps, on vient nous faire comprendre que celui qui nous avait vendu le terrain n'était pas le propriétaire des terrains. Il y a d'autres titres fonciers qu'on doit encore nous revendre le terrain. Nous, on ne sait où mettre notre tête. Nous ne manquerons jamais de le déclarer n'importe où que la paix sociale est menacée dans notre quartier par le truchement des assoiffés de pouvoir qui foulent aux pieds les lois et règlements de la République. Nous allons convoquer tous les 3 chefs de village. Bonaloka, Bonapuzo et Bonadjuvoto. Pour un dialogue sincère pour que la paix règne ici. Nous demandons à monsieur le sous-préfet que, pardon, il prend ce problème-là en main. Après le crash de Kenya Airways, les chasseurs de terrain se sont rués vers ce quartier, vendant des parcelles sans tenir compte de sa proximité avec la mer. Résultat des courses, les riverains partagent leur quotidien avec de l'eau et ce, à toutes les saisons de l'année. Nous sommes dans une zone basée au niveau de la mer.
niveau 0. Nous avons la marée haute et la marée basse. Nous la subissons ici, même pendant la saison sèche. Donc, nous sommes victimes. Si l'État ne nous aide pas, on ne peut pas s'en sortir. Face à toutes ces réalités, les autorités administratives et locales ont tourné dans la zone, ont fait des promesses aux riverains. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de pouvoir annoncer à haute voix que l'ordre de service a été signé pour la réalisation de cette route-là qui va partir de Tradex jusqu'à Manga-Pongo. Donc, en toute honnêteté, je crois que d'autres bagarres, nous avons essayé de bousculer au niveau de la communauté urbaine et l'ordre de service a été signé. La population, là, je crois que d'ici quelques temps, n'auront que ce problème de route là derrière leur dos. Le maire de l'arrondissement de Douala 3 fixe à 20 jours le délai de démarrage des travaux. Une information que la population a accueillie à cœur joie, convaincue de ce que le passage de la route mettra un terme à la plupart de leurs problèmes. Et l'actualité au Parlement, le texte sur les collectivités territoriales décentralisées avec un accent sur le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a été déposé hier au Sénat aux alentours de 19h. C'était au cours d'une plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, mais déjà le ton a été donné lors de l'ouverture de cette session extraordinaire en fin d'après-midi hier. Les sénateurs du RDPC saluent la venue de ce texte qui, selon eux, va révolutionner l'implémentation de la décentralisation au Cameroun, pendant qu'au SIF, l'on pense que l'on pouvait mieux faire pour donner plus d'indépendance aux régions anglophones au Cameroun. Suivons quelques réactions captées ici par nos reporters Marcelin Gansop et Joël Sengue. La parole présidentielle a été respectée. Après le grand dialogue, il avait dit qu'il a écouté, il a suivi. Aujourd'hui, l'heure est venue d'implémenter, de mettre ça en action. Et les gens attendent énormément de ce qui va se passer ici. Et je voudrais leur rassurer que ça serait de la révolution. Et je suis très content de participer à un événement majeur, un tournant décisif de notre pays. Il faut dire que ce texte était attendu. Vous le savez très bien, c'est le Sénat qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes donc disposés à contribuer à l'amélioration de la gestion de nos collectivités territoriales décentralisées. Pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous sommes convaincus que ce statut spécial permettra d'apaiser nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour que la paix revienne définitivement dans cette région. Ce que je connais, c'est que ce n'est pas ça qui est entendu, parce qu'il attendait un texte de statut spécial qui devait être un paquet, un gros paquet, comme ça s'obtient au Canada. Vraiment, qui pouvait donner occasion pour que vraiment les gens de Nord-Ouest et Sud-Ouest jouent beaucoup de choses sur certains nombres de matières. Même l'administration, on devait quand même leur laisser certaines choses qui peuvent garantir leur indépendance. Mais ce qu'on a maintenant, c'est un petit... On parle de système juridique, système d'éducation. Et malgré l'existence d'une loi sur la protection de leurs droits, les personnes vivant avec un handicap au Cameroun continuent de subir la marginalisation entre inaccès aux bâtiments publics ainsi que préjugés liés à leur situation physique. Le lot de leur malheur gonfle incessamment. Le reportage de Warren Zede Donald Brice Kamgan. La loi de 2010 sur la promotion des personnes handicapées et son décret d'application sont la boussole pour ce qui est de la protection des droits des personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Mais ce cadre juridique tranché net avec le quotidien des handicapés, lesquels doivent se débrouiller comme ils peuvent pour accéder à des bâtiments publics, le plus souvent sans rampe. Généralement, quand on trouve un handicapé, on pense que c'est une fatalité. À tort, parce que l'handicapé, face à des valides, peut lui démontrer aller au-dessus de ce que le valide pense. Preuve en est, sinon, aujourd'hui vous allez voir ce que nous allons mettre sur pied et notre projet, rassurez-vous, avec l'occasion et la chance de Dieu, nous irons jusqu'au bout. Mais la personne handicapée doit par ailleurs affronter le regard dédaigneux des autres. Le plus souvent, les handicapés moteurs ou visuels sont perçus comme d'un statut inférieur du simple fait de leur handicap. Pour briser ces préjugés, l'Amicale des handicapés solidaires du Cameroun propose à la personne handicapée de s'investir dans son propre développement et dans celui de sa société.
Dieu a fait une belle chose, il a créé l'homme, en guise de soutien, lui dota d'une belle femme. En fait, il est question pour nous, à travers notre projet phare de poulet d'élevage, d'amener les handicapés à pouvoir être employés, se prendre à charge, non seulement eux-mêmes, leur famille, leur entourage, et même apporter leur part de contribution dans la constitution et l'édification de notre nation. Pour les personnes vivant avec un handicap, l'application des dispositions réglementaires relatives à la protection de leurs droits reste le défi de tous les instants au Cameroun. Et en santé, un avant-projet de loi portant sur les soins palliatifs est en gestation au Cameroun. L'annonce a été faite au cours de la 5e conférence d'accompagnement des soins palliatifs. Occasion pour les acteurs de la santé d'attirer l'attention sur la nécessité d'assurer aux patients en fin de vie le peu de confort ainsi que de médicaments ne pouvant malheureusement plus garantir. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansot. Dans une ambiance studieuse, des acteurs de la santé réfléchissent sur la meilleure façon d'accompagner les soins palliatifs au Cameroun. La faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 sert de cadre à cette réflexion, la 5e du genre, organisée par l'association Santo Domingo. Les soins palliatifs, pour être vraiment terre à terre, il faut dire que c'est des soins qu'on donne à une personne dont on est sûr qu'il va mourir d'une affection qu'il a. Ça veut dire qu'il est atteint d'une maladie qu'on ne peut pas trouver le médicament à l'hôpital et que cette maladie va à coup sûr l'entraîner. On lui donne ses soins pour chercher à lui donner le confort psychologique, physique, jusqu'à ce qu'il meure dans la dignité. Jusqu'ici, les soins palliatifs sont beaucoup plus administrés dans les structures privées, en dehors des hôpitaux régionaux de Bafoussam et de Bamenda, qui relèvent du secteur public. D'où le plaidoyer lancé à Yaoundé. Mais il est question de donner une place un peu plus prépondérante aux soins palliatifs pour qu'on puisse effectivement les intégrer dans le continuum de soins et en tant que des éléments de paquet minimum d'activité dans ce qui concerne les soins de santé primaire. Donc grâce à cette conférence, il y a une nouvelle manière de voir les soins palliatifs au Cameroun. Il y a une certaine prise de conscience, mais par les professionnels de santé eux-mêmes et aussi par les autres acteurs des soins palliatifs. Il faut rappeler que c'est des actions multidisciplinaires. Les autres disciplines, les psychologues, les religieux, s'intéressent de plus en plus à cette activité de soins palliatifs. Dans cette perspective, un avant-projet de loi est en gestation. C'est le plus grand bénéfice de la conférence camerounaise d'accompagnement des soins palliatifs, dont la 5e édition est rentrée dans l'histoire. Hier, pendant plus de 4 heures de temps, les acteurs ont discuté et relu ligne par ligne l'avant-projet de loi qui a été travaillé depuis l'année passée. Nous comptons remettre cet avant-projet de loi au ministre de la Santé publique afin qu'il en fasse bon usage et amorcer le processus d'intégration totale des soins palliatifs au centre du système de notre santé. Plusieurs recommandations sont issues des assises de Yaoundé. Elles interpellent aussi bien le gouvernement que les acteurs de la santé sur la nécessité d'offrir des soins palliatifs de qualité aux malades, dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Et pour sortir de cette première partie du journal, je vous le disais en titre, désormais ex-maire de la commune de Boya, décédé le 27 octobre dernier, a été porté en terre ce samedi en présence des populations. Le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, pour la Tangandi, a invité l'élite locale à poursuivre les différents combats engagés par le défunt. Innocent Abega, Flavien Valondongo reviennent de Boya. C'est la place des fêtes de Boya, dans la région du sud-ouest, hautement sécurisée, de par la présence des forces de sécurité et de défense qui a été choisie pour abriter les obsèques officielles de Ekema Patrick, désormais ancien maire de la ville, décédé le 27 octobre 2019 à Douala. Devant un parterre de personnalités constituées des membres du gouvernement, des autorités traditionnelles, religieuses et politiques, Paul Tangandi, représentant personnel du chef de l'État, n'a pas été choisi par hasard pour présider les obsèques officielles du maire de Boya. Quand le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République m'a informé, je suis allé consulter mes documents et je me suis rappelé qu'il y a 6 ans, le chef de l'État m'avait encore envoyé ici à Boya d'aller conduire le processus qui devait aboutir à la sélection au sein du parti du maire.
Et quand j'avais rencontré le secrétaire général du RDPC à l'époque, je lui dis, le secrétaire général, pourquoi vous m'envoyez à Boya? Il me dit, le chef d'État veut un maire puissant. Il veut un maire qui travaille, un combattant. Parce que la ville de Boya, c'est une ville stratégique. Dans sa sagesse, le chef de l'État m'a encore désigné pour conduire mon jeune frère à sa dernière demeure. C'est son dernier voyage terrestre. Si Patrick Ekema et Paul Atangandji dégagent des énergies débordantes, c'est sans doute parce qu'ils ont les mêmes engagements, à savoir servir la nation avec courage et détermination. Vous avez combattu le mal, vous avez combattu ceux qui veulent déstabiliser la République. Vous l'avez fait au détriment de votre vie, au détriment des membres de votre famille. Vous avez été persécutés. Les gens ne vous ont pas compris. J'espère qu'ils vont vous comprendre aujourd'hui. À côté de la gerbe de fleurs du couple présidentiel au défunt, Patrick Ekema, qui vient de passer 6 ans à la tête de la commune de Boya, a été fait commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Son Excellence Paul Biya vous a témoigné la profonde reconnaissance de la nation pour les services rendus. Chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, vous a attribué la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Pour l'élite de la région du Sud-Ouest, Patrick Ekema, qui quitte la scène, aura mené le bon combat qui mérite d'être pérennisé. Il a investi beaucoup d'énergie pour combattre les sécessionnistes et ceux qui croient qu'il faut que le pays se désintègre. Bon, et il le faisait ouvertement, il ne cachait pas. Je crois qu'il a mené un bon combat, il est parti tôt, mais c'est ça la vie. Des témoignages des membres du gouvernement et des élites qui rappellent le courage et la détermination de l'ancien maire et surtout pour un retour à la paix ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Patrick Ekema, qui vient d'effectuer son dernier voyage sur Terre, laisse une grande famille éprouvée. C'est avec ce reportage plutôt triste que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanga. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the second segment of news in the English language. We begin with a human interest story, a sad story from Banga in the Mungu division of the Littoral region, where a killer mother is still on the run after terminating the life of an unborn 6-month-old fetus in that part of the Mungu division of the Littoral region. The unborn baby killed and dumped in one part of the division was discovered by an inhabitant who went doing laundry. Hemine Luga brought back the following reports from Bangal. Meanwhile, others long for the fruit of the womb. Some have become premature babies incubators who won't let develop their innocent souls. Here we are in Banga, in the Mungo division of the Littoral region, and gathered beside this running water are astonished locals who have discovered the lifeless remains of an unborn fetus of age 6 months. It's painful. If a young girl conceives, it's good to put to birth rather than do what I am seeing here. For me, it's crazy because it's forbidden and it's a crime. The fetus is well developed and it's a baby girl. That's why I think it's end of year festivities which has motivated such acts. The fetus was discovered by an inhabitant who got to the nearby water to do her laundry. With investigations opened by the elements of the police, the fetus has been removed and buried. And as we told you in our top story, the late mayor of the Boya municipality, Ekema Patrick Esunge, has been given a state burial, and President Paul Biya was represented by Minister Paul Atangandji of Territorial Administration in Cameroon. And late Mayor Ekema Patrick Esunge was also posthumously decorated with the state's futurist that is among the ceremony. He was equally decorated with a state
Ono under the instructions of President Paul Biya, and which was done by Minister Paula Tanganji at Bongo Square, which is the ceremonial ground of Buea, chieftain of the southwest region of Cameroon. He was described by representative as a true son of the nation and will always be remembered by the Cameroonian people. The state burial ceremony brought together government ministers, elites of the southwest region of Cameroon, municipal authorities, and traditional rulers of the southwest region and other parts of the Republic of Cameroon. The late Ekema Patrick has been laid to rest in his native southwest region of the Republic of Cameroon. We shall be coming back to a report done by our special reporter Derija To in subsequent editions of News on Equinox Television. Meantime, the content of the special status given to the northwest and southwest regions of Cameroon at the end of the major national dialogue in Yaoundé is now known. This is contained in a bill which is currently being deliberated by members of parliament in an extraordinary parliamentary session taking place in the nation's political capital, Yaoundé. More in the following report. The contents of the special status as outlined in Book 4 of the Bill on the General Code of Regional and Local Authorities states that elected organs will freely manage the affairs of the northwest and southwest regions of Cameroon, formerly British Southern Cameroon. The elected organs include the Regional Assembly and the Regional Executive Council. The Regional Assembly, made up of 90 members elected, shall comprise the House of Divisional Representatives and a House of Chiefs, which existed before now in the former states of West Cameroon. Section 334 subsection 1 says the House of Divisional Representatives shall rule on all matters falling within the powers of the Regional Assembly. The House, according to subsection 2, will comprise 5 committees, namely the Committee on Administrative and Legal Affairs and Standing Orders, the Committee on Education, the Committee on Health, Population, Social and Cultural Affairs, Youth and Sport, and the Committee on Finance, Infrastructure, Planning and Economic Development, State Property, Town Planning and Housing. Section 335 says these House of Divisional Representatives will be chaired by the President of the Regional Executive Council. Section 337, subsection 2 says the special arrangement in the Anglophone regions is based on their historical, social and cultural values. Apart from these same powers that is given by the bill to other 8 regions of Cameroon, as in the northwest and southwest, the difference in the 2 English-speaking regions is that they may be consulted in the formulation of national public policies related to the Anglophone subsystem of education, consulted on issues related to the formulation of justice policies in the common law subsystem, and also in the management of public services established in their respective territories. And in the northwest and southwest regions, people are still being killed, added to the over 2,000 persons killed within the Anglophone crisis as reported by international non-governmental organizations. Recently, some 4 persons were killed in Widekum. It is a subdivision in the Momo division of the northwest region of Cameroon. Innocent as in the following report say they were killed in a confrontation between the defense and security forces of the Republic of Cameroon and armed separate Ambazonian fighters. More with his report. Widekum locals in Momo division of the northwest region in agony on a hot Thursday. They mourn a nursing mother killed by a stray bullet at Long Street when military men in armored vehicles opened fire on Ambazonian fighters who stopped a minibus and were controlling. We were in this vehicle and the boy stopped us and began controlling.
As we stepped out, armored cars approached the checkpoint and opened fire on the armed men. Amber Boys ordered all of us to lay down while they escaped in the bush. They just start shooting you and they run, enter inside bush. As you enter inside bush, you hold picking. She tried escaping with her baby. Unfortunately, she was killed by a stray bullet. Others there they be run, come on, all man they go belle, they no die. So stray bullet begins to pick it because they run. Her baby will now be motherless and will only see the mother's face on the picture when an adult. No other passenger was neither killed nor injured, though the Amber Boys who dashed into the bushes exchanged fire with the military. After the long shoot, so the boys they record their own oversight. According to a witness, passenger of the bus, the military men sympathized and once more scolded the civilians from not running in such a situation, but to either stay in the vehicle or lay down. They don't talk, no, they start sorry. They don't talk. Whenever passengers they meet up with the armored car, men man not run, go inside bush, remain inside motor or you sleep or tar road. They need 1 year. The population, despite this, remained inconsolable. Wijikum, since Wednesday, December 11th, has witnessed militarization after separatist fighters ambushed gendarmes on a patrol, killing 3 and making away with their guns. Several others sustained injuries and were quickly rushed to a health facility. Some government officials and the Cameroonian Peace Crusaders had said the security situation in the northwest and southwest regions is getting better. And about some 3,500 students have graduated from the University of Buea, known as UB. This was during the 23rd convocation ceremony of the University of Buea, which took place Friday, December 13, 2019 at the Hubert Nganjo Endele Amphitheater of the University of Buea. During the convocation ceremony, as could be seen in the images there, officials who took to the rostrum that is called on the students or the outgoing students to be job creators and not job seekers. The ceremony, as indicated, took place at the open air amphitheater of the University of Buea, also known as the Hubert Nganjo Endele Open Amphitheater of the University of Buea. There were 3,500 of them in number, graduating from different schools, faculties and departments of the University of Buea, known as UB. And still yesterday, December 13, 2019, University of Bamenda, known as UBA, equally graduated some over 5,000 students. The convocation ceremony of the University of Bamenda took place in the university town of Bambili. Mbustela tells us more from Bamenda. Despite the fact that I was studying with my children, there was no any problem. All of them were saying, Daddy, Daddy, how they were calling me Daddy. Then I also respect them as my children. Inspired by the happenings around him, 60-year-old Koto Jean Bosco goes back to school. I went back to school just because I wanted to learn, and especially learning law. I'm very sorry that in our country we don't have a school, a university or a school where people who have papers in English can go and be trained as lawyers. Then I went back to school also to show to people that it's never late to learn. The journey this far has not been a smooth ride for him. It was not easy for somebody who is even aged, but I decided that I would do it. That's the reason why instead of making 3 years, I made 4 years. But after 3 years, I do not validate all.
Then I went back now for the 40 year, and then I validated everything. I got my probatoire technique administrative, then by evening classes, then in Yaoundé. Then I also went now to learn technical administrative and terminal evening classes until I got my baccalaureate. He is among the 5,820 graduates sent out into the job market. The University of Bamenda says these graduating students have been found worthy in both character and learning. Such is the need for a country aspiring for emergence. Whether or not these graduating students will live up to the expectations of a struggling economy, a corrupt government, and a crippling social fabric is a matter for wait and see. Graduating its 9th batch of students, the school has come a long way. However, it is up to them to match their reputation with performance. It is equally worth mentioning that the Faculty of Health Sciences of the University of Bamenda produced the best students at the National Comprehensive Clinical and Therapeutic Examination at the end of the medical training in Cameroon for the 2018-2019 session. I feel particularly honored because the student is a lady. She is Mantor Mercy Nguyen. The graduation ceremony at the Yuba campus in Bambili was chaired by Professor Beban Sami Chumbo, sitting in for the Minister of State, Minister of Higher Education, and Chancellor of Academic Orders, Professor Jacques Famindongo. Yuba's 9th convocation ceremony has come and gone, and so the adventures begin. Mbustela from Bamenda, ending this edition of the News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We urge you to stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.